Il n'y a pas d'espèce plus ou moins évoluée qu'une autre. Par contre, ce sont les caractères. Et Eric, il l'a dit très bien hier soir, nous sommes une mosaïque de caractères, nous sommes un ensemble de caractères différents. Certains sont évolués et d'autres ne le sont pas. Si je prends ce caractère, que je suis en train de secouer devant vous, le bras avec une main, non, ça c'est pas un caractère. Ce caractère, c'est quoi? C'est un caractère ancestral, puisque c'est le caractère qui définit tous les tétrapodes, c'est-à-dire une quarantaine, une trentaine de milliers d'espèces. Donc si c'est présent chez moi et puis chez tous les autres, c'est que c'est forcément un truc que j'ai hérité de mon ancêtre commun, qui n'est pas spécifique à mon espèce et donc qui est forcément passablement ancien. Donc ce magnifique caractère est un caractère qu'on appelle ancestral. Ça ne veut pas dire que moi je suis ancestral. Hein. Par contre, ça c'est un caractère. Hein, d'accord? Et donc, vous voyez que à la fois ce caractère est ancestral et à la fois extrêmement dérivé. Donc, ce n'est pas moi qui suis ni ancestral ni dérivé en tant qu'espèce. Je parle bon, moi j'ai des doutes parfois, surtout quand je on a tous. matin. Mais l'espèce humaine n'est ni dérivée, ni évoluée, ni ancestrale. Elle est juste une mosaïque de caractères qui sont eux dérivés ou ancestraux. Et c'est ça qui est super important à bien comprendre, c'est que on n'est pas un tout, on est une somme de caractéristiques. Et que certaines sont ancestrales, d'autres dérivées ou plus récentes, plus modernes. Alors, cette vision de l'homme qui descend du singe... C'est fini. C'est fini. Et d'ailleurs, c'est fini. Merci. C'est ça qui est fondamental avec l'évolution, c'est que oublier cette vision du progrès. Non, là, pas. Il n'y a pas de progrès, il y a juste des essais, des erreurs, ça marche pas, j'ai un nouveau caractère, il m'aide pas. En fait, il me permet de mieux me reproduire que le voisin ou pas. Mais après, il y a aussi une question de chance. Donc, il n'y a pas de direction. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose qu'on essaye de mesurer parce que ça nous donne le sentiment d'être supérieur. Mais je ne peux pas vous répondre, en fait. En fait, il faut oublier la notion de progrès, mais aussi donc la notion de pureté. Alors on pourrait rentrer sur le sujet, ouais, c'est clair. La pureté de la race n'a aucun sens. Parce que c'est toujours bien de le dire. Parce qu'il n'y a pas de race. Non mais franchement, d'un point de vue biologique, ça n'a strictement aucun sens. Aucun. C'est une absurdité. Dans l'évolution, on n'est pas fini. Mais non, parce que en fait, l'évolution, c'est un processus dynamique, en permanence, qui continue. Les conditions environnementales changent, les espèces changent, point terminé. Elles changent parce qu'elles ne se reproduisent pas à l'identique. Si l'évolution produisait des organismes avec une photocopieuse, eh ben on serait toujours des bactéries. Enfin, encore, c'était pas des bactéries, c'était pas les organismes qu'on a aujourd'hui. Donc on serait toujours comme la cellule dans l'océan primordial il y a 3,8 milliards d'années. Ce serait toujours la même chose. Or, l'évolution ne fait pas de photocopie, elle produit du neuf tout le temps. Donc c'est un processus dynamique, constant, permanent, qui n'a pas de direction. Donc il y a le mythe de la pureté, c'est un truc complètement humain, c'est une projection sur le vivant, encore une fois. C'est pas la réalité du vivant. Dans la réalité du vivant, il ne peut pas y avoir de pureté de la race, puisqu'il n'y a pas de race. Puisque ce qu'on appelle une race, c'est un ensemble d'organismes qu'on a mis dans une boîte. Et de toute façon, les organismes d'aujourd'hui ne seront jamais les mêmes de ceux d'hier. Donc, il n'y a pas de pureté, ça n'existe pas. Les ouvrières restent à l'intérieur de la colonie et défendent la colonie, ça n'est pas parce qu'elles veulent sauver leur espèce, mais c'est parce qu'elles ont un intérêt direct à ce que la colonie se maintienne, etc. La fourmi est intelligente, alors je ne veux pas du tout rentrer dans le débat de qu'est-ce que l'intelligence animale, etc., vous m'avez bien compris. Ce que je voulais juste mettre en avant avec cette idée reçue, c'est de dire qu'on peut avoir à l'intérieur d'un groupe des comportements qui sont complètement aberrants, mais que le groupe dans son ensemble va avoir une réponse cohérente. Je m'explique. Lorsque les colonies de fourmis se construisent,
on va avoir des cavités qui vont être creusées, donc pour agrandir la colonie. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas une super fourmi avec son casque qui va dire je veux la salle des enfants ici, et puis la salle de bain ici, etc. Les choses se font de façon naturelle, en tout cas de façon non ordonnée. Et du coup, ça veut dire qu'on va avoir des ouvrières qui vont aller chercher de la terre et puis l'amener ailleurs pour pouvoir creuser le trou. Mais si on regarde bien, on va avoir des ouvrières qui vont aller chercher la terre et puis la ramener dans le trou. Donc en fait, à l'échelle individuelle, l'intelligence semble être toute relative, mais à l'échelle du groupe, on arrive à des réponses groupées qui sont assez impressionnantes et qui sont assez poussées. Le troisième point, c'est que les fourmis travaillent tout le temps. Alors on est encore une fois dans l'image d'Épinal, hein, elles aiment travailler pour leur colonie, et puis elles ne font que ça parce que c'est leur destinée. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui s'intéressent aux fourmis flemmardes, on peut dire ça comme ça, et on se rend compte que dans la colonie, il y a énormément de fourmis qui ne font rien, et qui ne font rien de toute leur vie. Donc ça n'est pas uniquement, encore une fois, voilà. Alors évidemment, j'en arrive au dernier point, le lien est tout tracé. Est-ce qu'il y a vraiment un parallèle entre les colonies de fourmis, les sociétés de fourmis et les sociétés humaines? On parle de fourmis flemmardes, etc. Évidemment, la chose n'est pas tout à fait exacte. J'espère vous avoir démontré d'abord qu'il y a énormément de diversité. Donc si on essaye de faire une comparaison, ça semble assez compliqué parce qu'il faut bien cibler ce qu'on a envie de voir. Et puis, il y a un parallèle quand même qui est souvent fait et qui devient un peu à la mode dans le monde des myrmécologues, donc des gens qui travaillent sur les fourmis. C'est le concept de super-organisme. Et en fait, on regarde une colonie de fourmis. Donc une société de fourmis, c'est plein d'interactions entre des individus qui sont spécialisés, donc les reines et puis les ouvrières. Et donc tout ça forme un ensemble. Et si on regarde par exemple les mammifères et par exemple l'être humain, on est composé de cellules, vous le savez tous, tout un tas de cellules qui sont plus ou moins spécialisées. On a les cellules des ongles, on a les cellules des pieds, etc. Et ces interactions entre toutes ces cellules forment le corps humain. Et donc du coup, le concept de super-organisme veut dire qu'en fait, il ne faut pas regarder les fourmis comme des individus en tant que tels, mais qu'il faut regarder les colonies de fourmis comme des individus en tant que tels. Et que en fait, les ouvrières et les membres de la colonie ne sont que des cellules spécialisées dans des tâches différentes. Je vais m'arrêter là. J'ai quelques lectures que je vous conseille. Il y en a, la plupart des livres, je crois tous, sont présents derrière. Il y a énormément de littérature qui existe sur les fourmis. C'est un domaine qui captive tout le monde. La plupart, pour ne pas dire toutes, sont extrêmement bien faites. Donc voilà, j'en ai juste listé 3, mais évidemment il y en a plein d'autres. Et puis je vous invite, la majorité des photos que j'ai présentées viennent d'un site internet de Alexander Wild, qui est un chercheur aux États-Unis, qui est spécialiste des fourmis et qui fait des photos absolument extraordinaires. Donc si vous aimez les photos, il a fait tout un tas de bouquins juste de photos. Et puis là, sur son site internet, vous avez accès à tout ce qui existe. Et avec ça, je vais vous remercier. Et puis voilà. Donc là, je vous ai parlé de phénomènes donc de discussion, d'échange de signaux acoustiques qui permettaient d'organiser les tâches entre mâles et femelles d'un couple. Et puis je vais terminer en fait en vous parlant de structuration des échanges acoustiques au sein d'un groupe, donc au sein d'un réseau acoustique de plusieurs individus. Alors, les diamants mandarins sont des oiseaux qui, comme je vous disais, commençais à vous dire tout à l'heure, sont des oiseaux grégaires. Donc non seulement il y a des couples mâles-femelles fidèles, mais en fait c'est des couples mâles-femelles qui traînent avec tout un tas de copains. Et donc on a des groupes comme ça d'oiseaux qui discutent un petit peu constamment. Et comme beaucoup d'autres laboratoires en ce moment, on s'intéresse à savoir ce qui se passe dans ces réseaux acoustiques, quelle information on peut tirer des échanges vocaux qui ont lieu au sein du groupe. Et donc, on a eu une première méthode très simple, qui a été d'enregistrer tout le monde en même temps, et puis d'essayer de quantifier ce qui se passait sur ces enregistrements de groupe. Donc c'est comme si je mettais un micro dans une salle de réunion, par exemple, ou dans une salle de restaurant, et puis j'essayais de comprendre comment la structuration du bruit enregistré me donnait des informations sur le groupe. D'accord ? Et donc la première chose intéressante qu'on a trouvée, c'est que quand j'enregistrais un groupe d'oiseaux, le nombre de cris, la densité de vocalisation, c'est-à-dire le nombre de cris par minute, n'était pas du tout expliqué par le sexe ratio du groupe. C'est-à-dire, ici vous avez des petites couleurs qui vous donnent le sexe ratio, plus c'est violet-rose là, et plus il y a de femelles. Ici c'est un groupe à 9 femelles par exemple.
Et puis plus c'est bleu et plus c'est des mâles. En bleu, c'est que des mâles. Et les couleurs intermédiaires, c'est des mélanges de mâles et de femelles, d'accord? On fait varier le nombre de mâles et le nombre de femelles. Et donc ici, ce graphique, il vous montre que pas grand-chose, que le nombre de cris dans le groupe dépend absolument pas du nombre de femelles ou du nombre de mâles. D'accord? Donc c'est pas parce qu'il y a plus de femelles que ça discute plus. Hein? Contrairement à l'homme. Par contre, une chose plus intéressante qui est valable pour cette espèce-là, hein, c'est que le nombre de vocalisations, donc la densité de vocalisation, le nombre de vocalisations par minute, est très bien expliqué par le pourcentage de célibataires ou le pourcentage de couples à l'intérieur du groupe. Globalement, plus il y a de célibataires et plus ça discute. Et plus il y a de couples et moins la densité de vocalisation est importante. Et ce phénomène, il n'est pas uniquement, là je vous montre un résultat très simple qui est sur le nombre de vocalisations, mais en fait, ce qu'on a pu étudier, c'est qu'il y avait des phénomènes plus complexes en fait, de synchronisation au sein des groupes. Et pour vous simplifier ça, en fait, c'est ce qu'on aime bien décrire en parlant de l'effet restaurant. Alors pourquoi? Parce que faut vous imaginer quand il y a un groupe d'oiseaux où il n'y a que des couples, ben, c'est un peu comme une salle de restaurant où il y aurait des tables de couples à la Saint-Valentin. Chacun discute dans son coin. Il n'y a pas de coordination entre les tables en fait, et donc globalement ça vous fait un bruit de fond assez stable, d'accord? Il y a toujours un petit brouhaha qui est lié à l'activité des tables. Par contre, si vous avez un groupe d'oiseaux de célibataires, c'est-à-dire une grande tablée, genre l'équipe de rugby de la 3e mi-temps, et ben vous avez des grandes vagues en fait de vocalisation, tout le monde rigole en même temps, et puis le silence s'installe en même temps, et vous avez beaucoup plus de synchronie. Et donc c'est des phénomènes qu'on peut quantifier aussi, s'intéresser comme ça aux phénomènes vocaux à l'intérieur d'un groupe. Alors pourquoi ça nous intéresse? Non seulement pour comprendre les interactions sociales et les informations codées dans le signal acoustique, comme je vous l'explique depuis le début de mon exposé, mais ça nous intéresse aussi parce que ça représente de bons marqueurs, de bons indicateurs d'activité d'un groupe, et donc, je rejoins ce qu'ont raconté mes collègues aussi, hein, on est toujours intéressé pour trouver des indicateurs de l'état de santé d'une population qui permettent un suivi à long terme, et des suivis en général non invasifs, indirects, et puis en l'occurrence amener un micro sur le terrain, c'est pas très invasif, ça dérange pas trop les oiseaux, et donc ce sont vraiment des indicateurs acoustiques de la structure ou de l'activité d'une population qui nous intéressent beaucoup pour notamment quantifier les choses face aux changements environnementaux, etc. Donc sur ces effets restaurants qui j'espère nous mèneront à l'apéritif, je vais terminer mon exposé. Et je vais le faire en remerciant en fait mes collaborateurs et collaboratrices parce que tout ce travail, c'est évidemment pas un travail individuel, et ça c'est aussi un message que je voulais rappeler. Le travail de recherche, c'est un travail collectif. Et donc tout ce que j'ai présenté là, c'est mon travail, mais aussi celui de tout un tas de gens, et notamment de jeunes gens, qui j'espère trouveront du travail dans la période actuelle de financement de la recherche. Quand on en parle plusieurs fois, c'est pas facile. Voilà, merci à tous.